la rétrospective de l'année à Géopolis Télévision. Ce sont les événements qui ont marqué l'ensemble de l'année 2025 en République démocratique du Congo. Et cela s'est fait bien évidemment dans plusieurs secteurs. Mais la rédaction de Géopolis Télévision vous a sélectionné quelques domaines clés. Je suis sur ce plateau avec Patrick Ilunga, donc à qui je souhaite mes vœux les meilleurs pour 2026. Patrick. Bonsoir Chouchou Kaoa, bonsoir à tous nos téléspectateurs, meilleurs vœux à vous, meilleurs vœux à tous nos fidèles téléspectateurs également. Merci Patrick. Une année faite de tensions, de chocs, mais aussi de résistance et de renouveau en République démocratique du Congo. Les crises n'ont pas manqué, mais les réponses non plus, n'est-ce pas Patrick? Oui, économie, sécurité, politique, santé et société, cette rétrospective revient sur une année de contraste racontée par nos journalistes et enrichie de leurs analyses, mais aussi celles des acteurs de terrain. De Doha à Washington, du dialogue politique interne au retour de figures majeures, le paysage s'est recomposé. Nous avons de l'autre côté José Junior Owawa pour un reportage analyse. Chef comme une année charnière pour la République démocratique du Congo, une année de guerre, de diplomatie intense et de calcul politique. Face à l'offensive du M23 et à l'implication régionale dénoncée par Kinshasa, le président Félix Tshisekedi s'est mué en chef de guerre diplomatique, multipliant des déplacements pour tenter de briser l'isolement et obtenir des garanties. Nairobi, Addis Abeba, sommet de la SADC, de la CEAC, rencontre bilatérale et multilatérale. En 2025, Félix Tshisekedi a fait de la diplomatie son principal champ de bataille. Objectif, internationaliser la crise congolaise, maintenir la pression sur Kigali et obtenir des garanties régionaux crédibles pour une désescalade dans la sous-région. C'est dans cette dynamique que s'inscrivent le processus de Doha et les garanties américaines autour de l'accord de Washington, symbole d'un repositionnement diplomatique assumé de la RDC sur l'échiquier mondial. Mais pendant ce temps, pendant que la diplomatie s'active, la guerre continue de produire ses effets sur le terrain, notamment au Sud Kivu ces dernières semaines. En décembre 2025, la FCM23 annonce son retrait de la ville d'Ouvira au Sud Kivu. Un geste présenté comme politique dans un contexte de pression diplomatique accrue. Sur le terrain, la nouvelle suscite un soulagement prudent, mais aussi de nombreuses interrogations. Les populations déplacées hésitent à rentrer, les forces de sécurité restent en alerte et les observateurs s'interrogent. Retrait durable ou simple redéploiement tactique? Une question centrale alors que la paix reste fragile et conditionnée à des engagements véritables. À cette équation sécuritaire s'ajoute une recomposition politique interne, elle aussi influencée par la guerre. Dans l'est du pays, la tournée nationale de la CENCO, les appels au dialogue politique, la formation annoncée d'un nouveau gouvernement et les retours de Joseph Kabila sur la scène internationale ont aussi marqué l'année 2025. Autant de signaux d'un paysage politique en recomposition où les équilibres se redessinent à l'ombre de la guerre. Dans ce contexte, une figure s'impose, Thérèse Kaikomba Wagner, chef de la diplomatie congolaise. Discrète mais centrale, elle incarne cette diplomatie du retour qui cherche à redonner à la RDC une voix audible et crédible sur la scène internationale. Pour de nombreux observateurs, elle s'impose comme la femme de l'année 2025. L'année 2025 laisse ainsi une RDC suspendue entre l'initiative diplomatique, la recomposition politique et l'incertitude sécuritaire. Si les déplacements du chef de l'État et les retraits du M23 à Ouvira ont redonné un souffle d'espoir, la paix reste un chantier inachevé. Une certitude demeure, en 2025, la RDC n'est pas restée immobile. Elle a tenté, sur tous les fronts, de reprendre l'initiative. Un bon résumé des soubresauts diplomatiques qui a été fait justement par José Junior Owawa. José Junior Owawa que nous avons le plaisir d'accueillir ici pour approfondir. Bonsoir José. Bonsoir Patrick, bonsoir aux téléspectateurs de Géopolis Télévision. Bonne année à vous. Bonne année, merci beaucoup. Bonne année à vous également.
Sur le plan politique et diplomatique, 2025, on peut le dire, aura été une année de repositionnement. Effectivement, comme c'est dit dans ce commentaire, la RDC a repris son flambeau, en fait, il a repris sa position sur l'échiquier, non pas seulement national, et international plutôt, et régional, parce que depuis 2025, la RDC s'est repositionnée comme une puissance diplomatique, parce que sous cette année, sous la médiation de Félix Tshisekedi, la RDC a réussi à inscrire et réussi justement à obtenir la résolution, la fameuse résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui était une résolution complète et qui revient justement sur les grands acteurs, les grands enjeux diplomatiques de la RDC, qui conditionnait justement, qui enjoignait effectivement la rébellion du M23 de pouvoir se retirer des positions qu'elle occupe jusque-là. Malheureusement, cette offensive diplomatique au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas encore apporté des fruits escomptés. Kinshasa n'a pas croisé les bras non plus. La RDC est allée justement proposer aux États-Unis, aux Américains, Donald Trump, qui est de retour au pouvoir, comme vous le savez, et pour négocier effectivement, proposer un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, parce que pour Félix Tshisekedi, il estimait que la crise sécuritaire qui écume l'Est du pays depuis 30 ans n'est pas une crise comme on le présenterait, peut-être une crise interne où on parle d'une rébellion. Pour Tshisekedi, il n'y a pas de rébellion. C'est justement, il y a une coquille vide appelée le M23 et dont les Rwandais se servent aujourd'hui, malheureusement, pour effectivement combattre la RDC. Avec l'objectif, avec la diplomatie expansionniste du Rwanda, les velléités expansionnistes du Rwanda et la nécessité de faire main basse sur les ressources naturelles du pays. C'est comme ça que Félix Tshisekedi est allé justement voir les Américains, et Kagame l'a dit lui-même dans l'une de ses interventions chez nos confrères de Al Jazeera, que c'est Tshisekedi qui est allé justement voir Donald Trump pour proposer cette médiation-là. Effectivement, la médiation est liée, vous savez, depuis le 4 décembre, les deux présidents Tshisekedi et Kagame se rencontrent autour de Donald Trump, justement pour voir comment est-ce qu'il faut matérialiser cette coopération. Et c'est avéré que malheureusement, bien que la validation de cet accord de paix de Washington qui a été signé le 27 juin entre la RDC et le Rwanda, et finalement, ça n'a pas produit d'effet escompté sur le terrain. Il a fallu effectivement qu'il y ait cette rencontre entre les deux chefs d'État et de gouvernement pour voir effectivement comment est-ce que les choses devaient aller. Malheureusement non plus, les M23 qui a trouvé comme prétexte dans ces contextes-là de n'avoir pas été associés à ces discussions est allé justement à commencer par la prise de la ville d'Uvira et qui a créé une situation humanitaire, comme vous le savez, catastrophique aujourd'hui. On parle d'au moins plus d'1,8 million Congolais qui ont fui leur pays, ils sont à l'étranger, qui sont dans les pays voisins, notamment au Burundi, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda aussi. Et finalement, depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, vous vous souvenez qu'on est autour de 8 millions de Congolais qui sont déplacés, donc les différentes guerres dans lesquelles les pays sont retrouvés. Voilà, mais 2025 consacre aussi le retour de la RDC au Conseil de sécurité comme membre non permanent. Effectivement, c'est justement cette offensive diplomatique qui a été déclenchée il n'y a pas longtemps, je le disais tout à l'heure, et qui a permis aujourd'hui, vous savez que l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir en 2019, il a eu un peu comme de la chance, on dirait, il a trouvé que c'était la présidente tournante. Tshisekedi est devenu vice-président de l'Union africaine et finalement président de l'Union africaine, et sous son mandat, il a eu à gérer la SADC et la CAC. Et finalement, ce qui a fait que non, aujourd'hui, cette offensive de notre diplomatie, vous savez, l'histoire du Congo, ce n'est pas seulement avec Félix Tshisekedi, vous savez, depuis la création de l'État indépendant du Congo en 1885, la RDC a été toujours présentée comme un pays ouvert sur le monde, ce qu'on appelle l'État indépendant du Congo. L'État indépendant du Congo, c'est-à-dire la RDC qui se présente comme une structure, une puissance diplomatique, avec toujours eu comme développement, comme ambition de pouvoir se projeter à l'extérieur de ses frontières, d'où cette nécessité d'intégration au Conseil de sécurité. Donc, membres non permanents, vous l'avez dit, il n'y a pas vraiment ce pouvoir là-bas aussi, parce qu'il n'y a que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui sont la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie et la France qui siège là-bas. La RDC, le simple fait de s'y retrouver, et avait effectivement besoin de pouvoir profiter encore de cette vitrine pour aller beaucoup plus loin. Merci José Junior Owawa. Merci beaucoup.
Nous allons dans le domaine de la défense et sécurité, prise des villes stratégiques, réaction des FARDC, montée de la criminalité urbaine et la réponse du gouvernement avec, entre autres, l'opération Ndobo, toujours en cours, une année sous tension. Un reportage de Momat. Dès le début de l'année 2025, le Nord Kivu et le Sud Kivu ont été les théâtres d'une intensification de combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et le mouvement M23, ces derniers ayant pris les contrôles de Goma et de Bukavu. Plus d'1 million de personnes ont été déplacées dans l'est du pays. La situation s'est également dégradée autour d'Uvira, où les affrontements ont paralysé l'économie locale et provoqué de nouveaux déplacements des populations. Malgré cette instabilité, les communautés locales ont fait preuve d'une forte résilience, tandis que les FARDC ont maintenu la pression sur plusieurs fronts. L'armée a renforcé ses capacités grâce à un appui international, notamment une contribution d'environ 30 millions d'euros de l'Union européenne, des formations assurées par la MONUSCO et d'autres partenaires, ainsi qu'une organisation interne visant la professionnalisation et le renforcement de la discipline. Les doublements du solde militaire et des policiers a également été présenté par les autorités comme un tournant majeur. L'année a par ailleurs été marquée par une action judiciaire inédite au sein des FARDC. Plusieurs officiers supérieurs ont été interpellés pour des faits graves et placés sous assignation à résidence en entendant leur comparution devant les juridictions militaires, illustrant une volonté affichée de renforcer la responsabilité et la discipline au sein de l'institution. Au-delà du M23, d'autres groupes armés restent actifs, notamment les ADF, qui continuent d'exercer une pression sécuritaire dans l'est du pays. Dans le sud-ouest, la milice Mobondo demeure également active, déstabilisant plusieurs provinces issues de l'ancien espace du Grand Bandundu et affectant même certaines périphéries de Kinshasa. La sécurité, placée au cœur de l'action publique, a conduit les autorités à miser sur une mobilisation nationale et sur un renforcement significatif des moyens alloués à la défense, désormais représentant une part importante du budget de l'État. Au-delà des investissements financiers, les FARDC ont engagé un vaste chantier de réorganisation interne, avec notamment la tenue de plusieurs procès disciplinaires destinés à lutter contre l'indiscipline et le non-respect des consignes sur les théâtres des opérations. En parallèle, le gouvernement a intensifié la lutte contre le banditisme urbain à travers l'opération Ndobo, qui a conduit à l'arrestation de près de 3600 personnes et à près de 1000 condamnations selon les autorités. À les en croire, cela aurait conduit à une baisse de la criminalité, bien que certaines voix s'inquiètent du respect des garanties procédurales. La stabilisation de la République démocratique du Congo demeure cependant fragile. Elle reste étroitement dépendante de la poursuite des réformes militaires et judiciaires, du maintien du soutien international et du renforcement de la cohésion nationale. Merci Don Momad pour ce récit assez précis et concis. Et donc Patrick, nous avons notre reporter qui a été sur terrain, Monsieur Momad, qui est sur le plateau avec nous. Bonsoir Momad. Bonsoir Monsieur Patrick, merci, bonsoir Monsieur Patrick, bonsoir Madame Chouchou, merveille à vous également. Voilà, on vient de suivre justement le résumé de l'année 2025 qui peut être gravé, en tout cas on le considère comme celle d'un choc majeur dans le domaine militaire et sécuritaire. Effectivement, avec la prise de Goma, ça a été un choc majeur après plusieurs jours d'intenses combats entre le FARDC et le M23, appuyés selon que l'ont démontré plusieurs sources et même des images satellitaires d'ailleurs, appuyés par l'armée rwandaise. Certains ont parlé de 8 000 à 11 000 personnes qui ont été envoyées en renfort aux troupes du M23 qui essayaient de prendre la ville de Goma. C'est comme ça que cette ville a fini par passer sous le contrôle du M23 jusqu'à aujourd'hui. Puis ça nous suivi Bukavu et plus récemment Uvira qui aujourd'hui est au centre de la controverse. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe dans cette ville puisque le M23 avait annoncé son retrait, ce qui a été démontré que c'était faux par le gouvernement et bien d'autres sources. Voilà, diplomatiquement, on a vu que les choses ont avancé. On venait de recevoir José Junior Ouawa tout à l'heure. Mais du point de vue militaire et sécuritaire, on voit qu'il y a une certaine stagnation. Quelles sont les perspectives d'avenir, par exemple, en 2026? Est-ce qu'on peut s'attendre à une paix qui vient? Ou bien est-ce qu'on peut craindre des tensions autour de certaines villes à l'est ou bien ailleurs? Vous chutez très bien puisqu'il faut déjà rappeler que depuis des années, des décennies, le FARDC sont engagés principalement dans l'est du pays, pratiquement dans 3 provinces, le nord et le sud Kivu, puis
en Ituri, où sont déployés la majeure partie de nos forces. Et bien sûr, il y a aussi dans la partie ouest, un peu avec le Mobondo, vous savez, en ce moment, il y a une opération pour essayer d'éradiquer ces phénomènes qui touchent parfois le périphérie de Kinshasa. Et donc, là, le FRDC ont pour mission principalement de défendre l'intégrité territoriale. Vous savez, avec le M23 par exemple, au-delà de la gestion, allais-je dire, de carrés miniers, rappelez-vous de la mine de Rubaya qui permettait à cette rébellion d'avoir comme ça $800,000, si je ne me trompe pas, mensuellement. Et donc, au-delà de la gestion de mines, des richesses naturelles, on parle également de la visée expansionniste du côté rwandais. Donc, les FARDC sont engagés sur le plan militaire, principalement dans la partie est, pour défendre l'intégrité territoriale, mais aussi défendre la protection de la population. Et pour ce faire, il faut le dire ici, il y a eu plusieurs réformes qui ont été entreprises. C'est d'abord la réorganisation du commandement, la formation. Rappelez-vous que certains de nos militaires ont été formés par la MONUSCO en Ituri, par exemple, ou par d'autres pays partenaires. Il y a aussi la discipline qui a été instaurée dans l'armée. On parle également de la coopération avec les armées étrangères. Rappelez-vous, il y a des opérations que nous menons conjointement avec l'Ouganda pour traquer les ADF, des opérations que nous menons actuellement contre le M23 avec le Burundi. Et il y a cette volonté affichée politique de réorganiser l'armée. C'est comme ça. D'ailleurs, vous avez vu que le budget 2025 ou 2026 donne beaucoup de marge à la défense, à la réorganisation. 2026 particulièrement. Oui, à la réorganisation de l'armée. Mais il y a des faiblesses, puisque vous m'avez, je vais venir à votre question, si on peut s'attendre à une paix. Une paix, on dit kiwi spakem para bellum. Donc, c'est comme ça que nous avons d'abord commencé vraiment par parler de cette armée qui est en phase de transition, on va le dire ainsi. L'armée est en phase de transition parce que notre armée, rappelez-vous, il y a récemment une phrase qui a créé polémique, mais que le président a justifié par la suite. C'était une armée, a-t-il dit, de clochards, c'est-à-dire que l'armée a beaucoup de déficits. L'armée avait beaucoup de déficits par rapport au ravitaillement, par rapport à la discipline. Lorsque j'insiste sur la discipline, c'est dû au fait, et par rapport à tout à l'heure j'ai parlé de la réorganisation du chaîne de commandement, c'est dû tout simplement par le fait que, avec l'intégration récurrente de groupes armés dans les FARDC, cela fait que c'est difficile d'obéir à un seul commandement, ça pose directement un problème d'indiscipline, et ça, il y a donc des efforts en cours pour mettre fin à tout ça, ce qui permettrait d'avoir une armée dissuasive. C'est en ayant une armée dissuasive que l'on peut espérer avoir la paix. Bien entendu, de l'autre côté, vous avez évoqué avec M. José Junior qui m'a précisé tout à l'heure, les efforts diplomatiques sont en cours, puisque ce que vous ne pouvez pas avoir militairement, vous pouvez aussi l'avoir de façon diplomatique. On va donc commencer 2026 avec une note d'optimisme, mais pour finir dans le résumé... Une note d'optimisme, d'autant plus qu'au moment où nous parlons, on ressent que les FARDC, contrairement au début de l'année, avec plusieurs revers, notamment comme on l'a évoqué dans des grandes villes comme Goma, Bukavu, en ce moment, on tend à croire que les FARDC sont un peu en train de monter en puissance sur plusieurs fronts dans la partie Est, notamment M23. Tout à fait, mais dans le résumé que vous avez fait tout à l'heure, vous avez parlé aussi de l'insécurité urbaine qui monte, qui est montée justement dans la capitale, à Lubumbashi, dans les grands centres urbains. Parlez-nous un peu, en quelques minutes, de l'opération Ndobo. On avait vu qu'il y avait des procès publics. Qu'en est-il exactement une année après ou bien quelques mois après? D'accord. Je crois que sur l'aspect justice, certainement que ma consoeur Patience y reviendra, mais ce qu'il faut retenir, c'est que face à la montée du banditisme urbain, connu sous le phénomène Kuluna, ici, on a besoin de rappeler que dans nos quartiers et même aujourd'hui au centre-ville de Kinshasa, parfois il était possible que vous fassiez agresser par des gens avec couteau, machette, bref, armes blanches. Et cela a pris de l'ampleur. Vous vous retrouvez dans une avenue des gangs en train de se battre et on s'en prend aux petits commerces de nos mamans. Pourtant, ce sont ces petits commerces-là qui alimentent finalement notre économie. Et donc, ça paralysait pratiquement la ville, l'économie. Et donc, l'État a déployé des gros efforts pour éradiquer ces phénomènes, mais il faut dire qu'on est loin de l'éradiquer, malgré qu'il y a eu beaucoup de procès publics, plusieurs condamnations, au moins 3600 condamnations, avec au moins 100 condamnations à mort, puisque dans le contexte de la guerre, on doit aussi les rappeler, là, on a levé le moratoire sur
la peine de mort. Et donc aujourd'hui en RDC, même si depuis que cela a été levé, on n'a pas tué une seule personne, mais aujourd'hui en RDC, on peut tuer quelqu'un qui est condamné à mort. Donc malgré tout ça, des condamnations, il y a eu des prisonniers qui ont été transférés dans d'autres prisons de Kinshasa à Angenga ou ailleurs. Malgré tout ça, on est encore loin de respirer tranquillement, débarrassé de Koulouna. Aussi, permettez-moi une dernière chose de rappeler, ça c'est très vite, même si on l'a dit dans le reportage, un fait assez majeur qui s'est produit cette année, c'est le salaire de policiers, de policiers militaires qui a été doublé. Donc ça c'est un fait assez rarissime qui est arrivé et qui constitue une des actions pour justement rendre cette armée dissuasive et vraiment engagée. Performante. Tout à fait. Merci donc Matt pour ce beau résumé. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Patrick, dans ce contexte politique qui est sécuritaire assez tendu, l'économie s'est plutôt montrée stable. Voilà, appréciation du franc congolais face aux devises étrangères avec impact direct sur le panier de la ménagère. Évolution du prix du carburant à la pompe, c'était une année sous tension pour les paniers de la ménagère. Voilà, Daniela Kalala va nous faire un résumé sur une année de tension dans le domaine économique également. L'année 2025 restera comme un tournant pour l'économie congolaise, marquée par une appréciation historique du franc congolais face au dollar américain et par une baisse notable du prix du carburant à la pompe. Elle a cependant laissé un goût mitigé dans le quotidien de ménages, encore peu ressenti sur le pouvoir d'achat. Selon les données officielles, le taux de change a connu une évolution significative entre janvier et fin octobre 2025. Le franc congolais s'est apprécié d'environ 26,6% au taux indicatif et de 26,2% sur les marchés parallèles par rapport à décembre 2024. À fin octobre, le taux interbancaire s'établissait autour de 2247,87 francs congolais pour un dollar américain, un niveau rarement observé ces dernières années. Cette performance monétaire s'explique principalement par deux décisions majeures. D'une part, l'injection de 50 millions de dollars sur le marché de change qui a renforcé l'offre des devises et contribué à stabiliser la monnaie nationale. D'autre part, l'ajustement des réserves obligatoires de banque ayant permis de réduire l'excès de liquidités en francs congolais et de soutenir la dynamique d'appréciation. Malgré ces avancées, l'impact sur le pouvoir d'achat de ménages est resté limité. Le prix des produits de première nécessité, en particulier les denrées alimentaires importées ou dépendantes des importations, n'ont que faiblement reculé. En cause de coûts logistiques toujours élevés, les marges commerciales importantes et une rigidité persistante de prix dans les circuits de distribution. Par ailleurs, sur les fronts des hydrocarbures, le gouvernement a annoncé le 8 octobre 2025 une première baisse d'environ 10% de prix du carburant dans la zone ouest, sous l'impulsion du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Les litres d'essence est ainsi passé de 2990 à 2690 francs, tandis que le gasoil a reculé de 2980 à 2680 francs. Une seconde réduction est intervenue le 17 novembre 2025, élargie à plusieurs zones d'approvisionnement à travers le pays. Le prix ont alors été ramené à 2440 francs pour l'essence et 2430 francs pour les gasoil, accentuant la pression à la baisse à la pompe et traduisant davantage l'évolution du taux de change. Cependant, sur le terrain, ces baisses ne se sont pas pleinement traduites dans les tarifs du transport public. À Kinshasa, comme dans d'autres grandes villes, les usagers continuent de payer de prix élevés, réduisant l'impact réel de ces mesures sur le coût de la vie. Au final, 2025 apparaît comme une année de contraste pour l'économie congolaise. D'un côté, une résilience monétaire saluée par les autorités et les analystes avec un franc congolais à son plus haut niveau depuis plusieurs années. De l'autre, des retombées sociales encore insuffisantes faute d'une transmission efficace de cette stabilité vers le prix à la consommation. Les défis pour 2026 sera donc crucial. Transformer les gains macroéconomiques en amélioration concrète et durable du pouvoir d'achat de ménages, afin que la stabilité monétaire s'y traduise enfin dans les vécus quotidiens de Congolais. Tout justement pour enrichir ce reportage nous rendu par Daniela Kalala, elle a eu le temps de pouvoir donner son micro à un expert
qui au nom de Mike Diana. Suivons encore la grande question aujourd'hui, c'est une question qui divise, certes, parce que si vous suivez l'avis de la Banque centrale, c'est un travail de titan. La difficulté, c'est que cette réforme est arrivée très vite et très brusquement. Cette réforme a le mérite de pouvoir permettre au gouvernement d'atteindre ses assignations en termes de maîtrise des taux d'inflation. Cette réforme a le mérite de pouvoir ramener le franc congolais à un rapport équilibré avec, si pas le panier des devises dans l'ensemble, mais surtout avec la parité dollar américain. Mais cette réforme a également quelques effets pervers, notamment l'incidence sur la production. Au-delà de la production, l'incidence s'est manifestée également sur la consommation. Rien que, je crois, un mois, ou disons 3 semaines, pour être plus précis, après l'implémentation de cette réforme, la perte de l'épargne était évaluée à plus de 2,5 millions de dollars américains. Okay. Ce qui veut dire que si vous l'étendez dans la durée, c'est-à-dire que la perte était un peu plus salée que ça. La question, est-ce qu'il y a eu d'autres moyens pour pouvoir compenser cette perte? La réponse est non. Mais au-delà de ça, il y a un débat sur l'incidence de cette réforme sur la capacité de mobilisation du gouvernement. Tout ce qui touche à la production et à la consommation aura certainement des incidences sur la mobilisation du gouvernement. On ne s'en rend pas compte parce que la réforme est arrivée presque en fin 3e trimestre, début 4e trimestre. Et ce qui fait qu'on n'a pas ressenti cela, mais je crois que dans l'exercice qui commence 2026, on pourra l'avoir. En une année, on a connu 2 fois la baisse du prix du carburant, ce qui n'est jamais arrivé. Je rappelle toujours aux gens, ça fait en tout cas plus d'une quarantaine d'années que j'existe. Le prix du carburant monte, mais ne baisse presque jamais. Ça veut dire que c'est un mérite qu'on peut attribuer au gouvernement central, particulièrement au ministère de l'économie. Mais dans le fond aujourd'hui, c'est qu'il faut veiller sur le corollaire. La baisse du carburant avait pour incidence première d'impacter sur le produit. Pourquoi? Parce que c'est une charge fixe dans l'acheminement de produits et c'est un élément essentiel dans la commercialisation de produits. Mais la vérité, c'est qu'en interne, il n'y a aucune incidence. Et si vous voulez, même dans le secteur privé, vous verrez que le prix du transport, il n'y a pas un rapport direct avec la baisse du prix. On est dans un contexte très difficile, ce qui fait que vous verrez que le rapport du prix des transports a peu d'incidence sur le transport parce que les problèmes structurels ne sont pas résolus. L'État peut décider d'aller, comme à un moment donné le ministère des Transports a voulu le faire au niveau provincial, mais ça ne résoudra aucun problème parce que dès lors qu'on a un secteur dépendant du secteur privé à près de 90%, il est difficile qu'on puisse aller dans le forceps et gagner la bataille. Retour sur ce plateau, merci donc à Daniela Kalala pour cette belle interview. Mais de l'économie, nous restons toujours dans ce secteur, mais pour vous parler du budget, comme vient de l'annoncer le jingle tout à l'heure, vous le savez, 2025 a été salué comme l'année de la discipline budgétaire retrouvée entre recettes et dépenses. Justement, un satisfecit qui a valu à l'économie de la RDC, au budget de la RDC, d'être salué par les partenaires extérieurs. On finit l'année avec une deuxième revue du Fonds monétaire international. Un résumé qui vous a été fait et proposé. Vous allez suivre bien avec la rédaction de Géopolise Télévision. En 2025, la RDC a haussé ses ambitions concernant le secteur économique, particulièrement le budget. Cette année, la République démocratique du Congo a été dans une période charnière en ce qui concerne les défis économiques. Le pays est parvenu à un accord avec le Fonds monétaire international sur la deuxième revue du programme économique et financier triennal au titre de facilité élargie de crédit, ainsi que la première revue du programme triennal de facilité pour la résilience et la durabilité. Une étape cruciale qui devrait se consolider étant donné que la RDC poursuit la voie des réformes en vue d'assainir les finances publiques dans le double but d'améliorer les conditions de vie des Congolais, mais également de redonner la crédibilité à la RDC aux yeux des partenaires financiers. Selon le constat des équipes techniques de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le budget 2025 a respecté les équilibres entre les prévisions de dépenses et celles des recettes, même si les dépenses sécuritaires et l'enveloppe salariale ont constitué un très gros fardeau
cadeau pour le gouvernement selon le FMI. Les experts du Fonds monétaire international ont néanmoins noté une discipline budgétaire soutenue, une coordination renforcée entre les politiques budgétaires et monétaires et une accélération des réformes structurelles pour sauvegarder la stabilité macroéconomique, renforcer la résilience économique et ainsi jeter les bases d'une croissance plus inclusive et durable. Mais plutôt que le passé, des perspectives heureuses sont envisagées en 2026. L'année qui s'ouvre est une année encore plus ambitieuse pour la RDC. Avec des prévisions budgétaires de 22 milliards de dollars, c'est une trajectoire évolutive qui devrait s'accompagner des réformes structurelles telles que la digitalisation des procédures, l'extension de la facture normalisée, la modernisation de la TVA, le guichet unique pour les micro-entreprises et le renforcement de l'impôt sur le revenu. Ces réformes permettront un accroissement conséquent des recettes. Cette amélioration sera doublée d'une qualité des dépenses grâce notamment à l'assainissement du fichier de paye qui par ailleurs permettra l'augmentation des salaires et la régularisation des agents non payés. Contrairement à 2025, l'année 2026 est pour le gouvernement celle des allocations de dépenses d'investissement. Ces dépenses seront à hauteur de 7 milliards de dollars américains, soit 36% du budget général, incluant notamment les fonds de péréquation. Sur ce plateau, nous avons M. Bouanali, avec qui nous allons parler mines et hydrocarbures. Mes vœux les meilleurs pour 2026, M. Bouanali. Merci. Je vous les réciproque aussi, Madame et ma consoeur aussi, Chouchou Kayoura. Merci et suivant ce reportage pour commencer. L'année 2025 qui s'achève a été riche en événements dans les secteurs porteurs de croissance dont les mines, les hydrocarbures et l'environnement. Dans le secteur des mines, après l'annonce de la refondation stratégique et économique du secteur minier par Félix Tshisekedi, Kinshasa a annoncé avoir récupéré plus de 30 000 périmètres miniers détenus autrefois entre les mains d'acteurs peu actifs ou engagés dans des pratiques de rétention foncière. En parallèle, le gouvernement a réservé 36 000 km² à la recherche géologique, un investissement non pas matériel, mais intellectuel crucial dans un domaine où l'avantage comparatif se mesure désormais autant à la qualité des données qu'à l'abondance des minéraux. Autre tournant, l'instauration annoncée des quotas d'exportation sur le cobalt, dont la RDC demeure le premier producteur mondial. Ces mécanismes inspirés des stratégies employées sur d'autres marchés critiques visent à renforcer le pouvoir de négociation du pays, réduire les fluctuations imposées par les acheteurs étrangers et encourager la transformation locale afin de capter davantage de valeurs ajoutées industrielles. La décision de classer Massissi et Calais en zone rouge reflète aussi une orientation sécuritaire assumée, protéger les ressources stratégiques, limiter l'exploitation illégale et empêcher l'enracinement d'économies parallèles qui fragilisent les recettes publiques. Cette mesure vise à assécher les sources de financement des conflits et à permettre des audits indépendants, prorogeant une décision initiale prise en février 2025 pour 6 mois supplémentaires. À peine reconduit dans le gouvernement Souminois II, le ministre des Mines Louatum Kabamba a proposé un pacte à la nation pour faire passer l'artisanat minier à la mine à petite échelle. En novembre 2025, Kinshasa a bien accueilli le sommet des ministres des mines de la CIRGL, en prélude de la 9e réunion ministérielle préparatoire au sommet des chefs d'État axé sur la paix, la sécurité et la traçabilité des minéraux, renforçant ainsi le rôle de la RDC dans la gouvernance régionale des ressources naturelles. Peu avant la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, le président Félix Tshisekedi a été reçu au début du mois de décembre à la Maison-Blanche par son homologue Donald Trump. Les deux chefs d'État ont échangé sur les contours de l'accord de paix de Washington et sur les partenariats stratégiques en son volet minier entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. En collaboration avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Conservation Solutions, Irino Wild, Barrick, la jointe venture Kibali Gold Mine et African Park, ci-devant gestionnaire du parc national de Garamba depuis 2025, 24 rhinocéros blancs supplémentaires ont été introduits avec succès le 10 décembre dernier dans les parcs. Cette initiative, qui fait suite à la réintroduction récite de 16 rhinocéros blancs entre le 3 et le 9 juin 2023, s'inscrit dans le cadre d'un partenariat à long terme visant à restaurer et à préserver la biodiversité dans la région.
ce qui porte le nombre total des rhinocéros blancs introduits dans les parcs à 40 sur les 72 attendus. Terminons cette rétrospective dans le secteur des hydrocarbures où il a été constaté la baisse sensible des prix des produits pétroliers à la pompe. Une double résultante de la chute du baril de pétrole à l'international et de l'appréciation du franc congolais, la monnaie nationale, par rapport au dollar américain. Plusieurs mois avant cette baisse, le gouvernement a procédé au marquage moléculaire des produits pétroliers pour lutter contre la contrebande, la fraude et assurer la traçabilité des carburants afin d'augmenter les recettes de l'État et de garantir la qualité. La phase répressive du marquage moléculaire des produits pétroliers a été lancée à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga, avant de se poursuivre dans d'autres provinces. Retour sur ce plateau après ce beau résumé du secteur minier et aussi du secteur des hydrocarbures par Dieudonné Boinali. Dieudonné Boinali que nous avons le plaisir d'accueillir. Encore une fois, bonsoir Dieudonné Boinali. Bonsoir. On sait que la RDC, c'est le pays minier par excellence. Il y a eu déjà une grande décision au tout début de l'année. C'est le fait pour le ministre des Mines de marquer au rouge certaines zones minières. Mais il y a eu également une autre décision concernant le cobalt. La RDC a manœuvré et a su reprendre la main sur le prix du cobalt notamment. Pouvez-vous nous résumer ces deux décisions? Ce sont les deux grandes décisions prises courant 2025 par le ministère national des Mines. La première consistait à proroger les statuts rouges de certaines zones minières, dont Calais au Sud Kivu, et aussi suspendre les exportations du cobalt sur les marchés internationaux. Et le gouvernement est revenu sur sa décision pour fixer les quotas d'exportation aux producteurs. Nous en avons 6 grands principaux producteurs. Il y a CIMOC, opérateur de TFM, nous avons Glencore, nous avons Ivanhoe, et je m'arrête là pour cette liste. Mais en ce qui concerne le cobalt, nous nous souvenons que la République démocratique du Congo dispose de plus de 67% des réserves mondiales. À l'heure actuelle, elle est la première productrice mondiale du cobalt. Mais malheureusement, le prix du cobalt, il y a plus ou moins une année, avait frôlé les $100 000 la tonne. Et cette aubaine avait occasionné des super profits pour les entreprises minières et aussi généré des recettes colossales pour les trésors publics. Mais juste après avoir atteint cette barre, les prix du cobalt a commencé à baisser sur les marchés internationaux parce que la Chine, qui est le grand consommateur, l'un des grands partenaires commerciaux de la République démocratique du Congo, avait fait beaucoup de réserves jusqu'à tel point qu'elle n'avait plus besoin du cobalt congolais. Les grands consommateurs s'étant retirés du marché, les prix du cobalt a commencé à baisser. Nous sommes partis de $100 000 la tonne jusqu'à $19 200 la tonne en 2023. Et cette situation a connu une amélioration en 2024 pour connaître une augmentation de $26 614 la tonne. C'était peu pour Kinshasa. Il fallait prendre une batterie de mesures pour essayer de réguler les marchés du cobalt, dont la République démocratique du Congo est officieusement, comment je peux dire, le gestionnaire de ces marchés. Et cette décision de suspendre les exportations du cobalt et ensuite fixer les quotas, aujourd'hui a porté des fruits sur les marchés internationaux. Avant de monter sur ces plateaux, j'ai consulté la mercuriale du ministère du Commerce extérieur. Au jour d'aujourd'hui, la tonne du cobalt se situe autour de $52 220 américains. En ce qui concerne les cuivres, celle-ci est passée de 8 938 à 11 700 $ américains. C'est pour vous dire, ce dernier trimestre de l'année connaît
une embellie de certaines matières premières, dont les cobaltes, les cuivres et l'or, ce qui aura une incidence sur la mobilisation des recettes. Concernant la contribution du secteur minier dans les budgets de l'État, de 2022 à 2024, les points de croissance montrent qu'en 2022, les mines ont contribué à hauteur de 6,82%, en 2023 pour 6,32%, en 2024 pour 4,75%. Mais nous notons que l'exploitation du cobalt n'a pas encore commencé, malgré la levée de cette mesure de suspension et l'instauration de quotas. Il y a encore des points à négocier entre les gouvernements et les principaux opérateurs. Très bien, mais en quelques secondes, la décision au tout début de l'année de marquer au rouge certaines zones minières. La décision de marquer au rouge certaines zones minières de la République démocratique du Congo, en majorité, pour la plupart situées dans la partie orientale du pays, et nous citons la province du Sud Kivu et du Nord Kivu, plus précisément les territoires de Calais. Nous avons les sites de Rubaya, dans les Massissi, les Grands Nord, même les Sud des Massissi. Cette décision a porté des fruits. Pourquoi non seulement elle a permis au gouvernement congolais, durant l'année 2025, de récupérer l'équivalent de plus ou moins 30 000 km de périmètres miniers. C'est plus grand que certains États du monde. Ces 30 000 km de périmètres miniers constituaient un fonds foncier minier qui était gelé par certains opérateurs qui n'avaient pas d'argent. Ils utilisaient ces titres miniers et des carrières pour aller rester en bouche, chercher l'argent et venir investir par après. Les faisant, ils faisaient passer beaucoup d'années à l'État congolais, 5 voire 10 ans, sans opérer sur le terrain, sans produire. Et c'est là que cette triste situation constituait un manque à gagner pour les recettes et les trésors publics. Merci. Et comme nous avons signé deal le 4 décembre dernier à Washington, deal entre Washington et Kinshasa, l'État congolais se prépare à disponibiliser certains sites miniers pour les investisseurs américains qui se bousculent déjà au portillon et désireux d'investir en RDC. Il y a déjà certains qui n'ont pas attendu l'accord de Washington. Ils étaient déjà au pays comme Cobalt Metal. Merci Dieudonné Boinali. On rappelle justement que 30 000 km², c'est un peu plus comme le territoire du Burundi, le pays Burundi tout entier, pour ne parler que de ce pays. Merci Dieudonné Boinali pour ce résumé. Chouchou Kawa, après les mines, justement, il y a les infrastructures qui ont été au centre d'un déploiement majeur du gouvernement. Tout justement, Patrick, dans le domaine des infrastructures, beaucoup a été fait. La rédaction de Géopolis a fait focus spécial sur une structure étatique qui a été au four et au moulin cette année, en 2025. Entre promesses, réalisations et attentes, le FONER, c'est de lui qu'il s'agit, a été scruté de près. Blaise de Kozola, notre reporter, a été sur terrain avec eux. Suivons. Parler des infrastructures en République démocratique du Congo, c'est également parler du Fonds national d'entretien routier. En 2025, plusieurs projets de routes anti-érosifs et de voiries ont été financés et des inspections réalisées. En août dernier, le site anti-érosif ont été visités par le ministre des Infrastructures John Banza à Kinshasa, de l'érosion Munganga au lancement de travaux de sites érosifs, deux avenues de l'école et Kassavubu dans la commune de Kimbanseke, en passant par Général Basuki, Lalou, Masikita, Mbala, Doumez, Makengo, érosion de Kimwenza et la route de Kindele. John Banza a tout vécu, entouré de Pierre Bundoki, le patron du FONER, un chevronné qui a fait son nom dans son domaine, notamment en raison de son génie en matière d'innovation pour permettre à cet établissement de jouer véritablement son rôle de gestionnaire du patrimoine routier de la RDC. Je remercie ma casse de jeu Pierre, FONER, en tout cas, excellent chef de l'État,
DG Pierre, il finance rapidement le Kozaki Naye et puis Azali dans l'accélération rapide c'est-à-dire cap Naye le monde équipe et en tout cas le monde chef de l'État va déjà fournir de soutenir bango biso population notable de ce qui soutenir DG fournir la magistrature Azala toujours. On a DG Pierre. La ministre Panza Basali Bio Kitoko. Mokonza Mboka abimisa mbongo misale salama. Mokonza Mboka zo misala mbongo po musale salama na kati ya mboka. Tosepeli musakele kitoko. Dans sa mission de renforcer sa visibilité à travers une campagne de communication de proximité sur ses différentes réalisations financières à travers le Congo profond, le FONER a débuté une tournée à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, pour palper du doigt l'évolution des chantiers en cours. Arrivé dans la capitale du Kasaï dimanche 26 octobre après un transit à Kikwit, la délégation du FONER, conduite par Jean-Luc Kalingalingue, devait avant toute chose voir les autorités provinciales pour de traditionnelles civilités au gouverneur de province. Satisfait de leur présence, le gouverneur s'est décidé de débuter la tournée avec le FONER dont le point de départ était la visite d'Idalo de Bondo, situé à 110 km de Chikapa, où la nationale numéro 1 est menacée par une tête d'érosion et dont les travaux de déviation sont en cours. Un grand merci à la direction générale du FONER qui nous accompagne depuis que nous avons pris le rôle de la province du Kasaï. Tous les projets que nous avons jusqu'ici dans ma province sont financés à 90% par les FONER. Cette mission d'inspection du FONER a continué le mardi 28 octobre 2025, cette fois-ci dans les quartiers et communes de la ville de Chikapa. Toujours accompagnée du gouverneur de province, la délégation a visité tout le projet de lutte anti-érosive et voirie financé par le Fonds national d'entretien routier. Tumba Mwena Mwanza, Sogajik et l'école primaire Kapongo, le travaux évolue de la meilleure des manières à la grande satisfaction du gouverneur Crispin Mukendi et de sa population. On est à 90% satisfait de l'accompagnement du FONER et nous disons merci à monsieur le DG, monsieur le directeur général du FONER, qui ne se lasse pas, qui continue toujours à soutenir la province du Kasaï. Toute la population que je représente lui dit Nous remercions infiniment le gouverneur pour sa venue. Cela prouve qu'il a le souci de sa population. Nos remerciements vont aussi à l'OVD, mais surtout au FONER qui nous a sauvés en finançant ces travaux. Après la tournée à Chikapa, dans le Kasaï, le FONER est arrivé au Kwango, précisément à Kenge, son chef-lieu. Jeudi 30 octobre, à l'absence du gouverneur de province, la délégation a été reçue au gouvernorat par le vice-gouverneur Rémi Saki, ce à présence de l'office de route, de l'office des voiries et de ménage et du bureau technique de contrôle de la province. Après avoir donné son accord, place aux visites des chantiers de l'érosion et pommes à celui de PKDSA 79 pour la construction des collecteurs sur la RN1, le lac Bituisila, mais également l'ex-routier RN1 PK36 Kolokoso. Le FONER a financé ces travaux de réhabilitation et la grande satisfaction est revenue à Rémi Saki, vice-gouverneur, mais également à sa population. En 2026, le FONER compte encore en faire plus dans sa mission qui est de pouvoir financer et entretenir les routes. Merci Blaise. Patrick, la justice s'est également invitée au centre du débat public au courant de l'année 2025. Tout à fait, avec la condamnation à mort de l'ancien président Joseph Kabila, la condamnation de l'ex-ministre de la Justice Constant Mutamba. La justice a ravivé de l'espoir, mais des doutes également. Justement, on va peut-être aller au-delà de ce qu'on dit aujourd'hui. Patience Loké, qui est notre reporter de justice, nous a fait un beau résumé de ce qu'a été l'année 2025. On va suivre. Retour sur ce plateau, on va
poursuivre avec cette émission. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes en train de suivre la Rétro 2025 et nous parlons maintenant justice avec Patience Lokeke. Patience que nous avons le réel plaisir de recevoir ici. Bonsoir Patience. Bonsoir M. Patrick Lunga, bonsoir Mme Chouchou Kaoa. Merveilleux à vous. Merci pareillement. Voilà, quels sont les faits marquants dans le domaine de la justice, les faits marquants qui ont illustré peut-être les avancées ou bien les limites de la justice en République démocratique du Congo durant l'année 2025? Voilà, l'année 2025 a été marquée par le procès, par plusieurs procès symboliques en RDC, notamment la condamnation de Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la République démocratique du Congo, mais aussi la condamnation de ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui à ce jour, il est en train d'écoper sa peine de 3 ans de prison pour détournement de fonds publics. Et dans ces vagues de procès, comme je le dis dans mon commentaire, il y a aussi en 2024 Corneille Nangaa qui a été condamné à mort justement pour trahison et crime de guerre. Voilà, trahison et crime de guerre. Il faut dire que vous relevez ce fait-là parce que c'est dans la foulée de la condamnation de Corneille Nangaa que l'ancien président Joseph Kabila a été également condamné pour crime de guerre, trahison, etc. Mais il y a aussi l'ancien ministre qui est arrivé comme réformateur de la justice, qui a été pris, on va dire ça comme ça, parce que c'est une décision de la justice, la main dans le sac, parce qu'il a été condamné. On va donc suivre les résumés que vous avez faits et puis on va revenir sur ce plateau. L'année 2025 restera comme l'une des plus chargées sur le plan judiciaire en République démocratique du Congo. Le procès le plus retentissant et sans contester était celui de Joseph Kabila, condamné à mort par contumace. L'ancien chef de l'État est présenté par la justice comme le parrain politique de la rébellion du M23. À ce titre, il a été jugé pour crime de guerre, crime contre l'humanité et violation grave du droit international humanitaire, notamment pour des exactions commises dans l'est du pays. Bien avant lui, toujours dans le cadre de la rébellion, Corneille Nangaa, ancien président de la CENI et longtemps considéré comme la tête politique du M23, avait déjà été condamné à mort par contumace. Autour de ces deux figures, des dizaines d'autres accusés, jugés soit par contumace, soit en présentiel, ont également écopé de la peine capitale, marquant une réponse judiciaire d'une rare sévérité face aux groupes armés. Sur le plan interne, un autre procès a profondément marqué l'opinion, celui de Constant Mutamba, alors ministre de la Justice, finalement écroué pour tentative de détournement de fonds publics destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Le montant en cause s'élève à plusieurs millions de dollars américains. Une affaire d'autant plus symbolique qu'elle touche les garants même du système judiciaire. Avant d'être rattrapé par la justice, Constant Mutamba avait été l'un des visages les plus visibles des audiences foraines organisées à travers le pays contre le phénomène de Kuluna. Ces opérations judiciaires ont conduit à plus de 1000 condamnations, dont plusieurs peines de mort selon le chiffre communiqué par le ministère de la Justice. Certains condamnés ont été transférés et incarcérés loin des lieux de leurs arrestations, une pratique vivement critiquée par les organisations de défense des droits humains. Ces audiences visaient principalement de jeunes impliqués dans des agressions à l'arme blanche, de braquage ainsi que des attaques contre le maison commerciale et des institutions financières. C'est dans ces contextes sécuritaires qu'interviendra bien plus tard le procès d'Honorine Porsche, une ressortissante allemande d'origine congolaise. Revenue au pays, selon ses propres déclarations, pour tenter le jackpot, elle a été impliquée dans une attaque contre une banque à Kinshasa. L'affaire a rapidement pris une dimension internationale. Si le braquage a choqué, c'est surtout les traitements dégradants infligés à la prévenue, notamment sa mise à nu devant les caméras, qui a suscité une vague d'indignation mondiale. Malgré cette controverse, Honorine Porsche a été condamnée à une lourde peine de prison, relançant le débat sur le respect de la dignité humaine dans le procédure judiciaire.
Parallèlement à ces procès, l'année judiciaire a été marquée par la rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle. Lors de cette cérémonie, le président de la haute juridiction, Dieudonné Kamuleta, a tenu un discours très remarqué. Il a justifié les décisions prises par la Cour dans des contextes exceptionnels, notamment la prolongation de certains mandats électifs ou les difficultés liées au renouvellement de la CENI. Surtout, il a ouvertement évoqué la nécessité d'une révision constitutionnelle, estimant que certaines situations de crise ont mis en évidence le silence et les limites de la Constitution actuelle. Au final, l'année 2025 présente une justice congolaise à double visage, ferme et offensive dans la lutte contre l'insécurité et l'impunité, mais également contestée pour ses méthodes, le recours fréquent de la peine de mort, l'implication de juridictions militaires et les atteintes présumées aux droits des accusés. Autant d'éléments qui confirment que la justice demeure un enjeu central de l'état de droit, mais aussi un terrain de profonde tension politique, sécuritaire et institutionnelle en RDC. Merci Patience Okeke et je voudrais encore vous présenter mes vœux les meilleurs pour l'année 2026. Merci, et c'est un plaisir de vous avoir ici. Mais est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la portée symbolique de tous ces procès qui a eu lieu en 2025? Voilà, par rapport à la portée symbolique de tous ces procès ou toutes ces condamnations de personnalités politiques de notre pays, ça renvoie un signal fort par rapport à la volonté du gouvernement de renforcer l'état de droit et de lutter contre l'impunité, et ça démontre aussi que tout citoyen congolais est justiciable. Voilà, par rapport à cette année aussi, il faut justement par rapport à la lutte contre l'impunité, nous avons assisté cette année à des audiences foraines contre le Kuluna, et ça conduit à plus de 100 condamnations de Kuluna, 20 ans de prison. Voilà. Merci beaucoup, Patience. Merci à vous également. Alors, Patrick, je me retourne encore de votre côté. Nous sommes maintenant dans l'éducation. Justement, avant de parler d'éducation, il faut peut-être, si vous me permettez, de placer un mot par rapport à la justice. L'année 2025 a été riche en enseignement. Justement, parlant de l'enseignement, on parle aussi des procès pédagogiques. Justement, c'est un petit jeu de mots qui nous amène justement dans le domaine de l'éducation. Procès pédagogique. Procès pédagogique. Dans le domaine de l'éducation. Et donc, on va filer dans le domaine de l'éducation pour vous faire part, en tout cas, vous rappeler, chers téléspectateurs, et vous aussi, chouchou, que l'année a été marquée par des réformes qui peuvent être considérées comme révolutionnaires. On va voir d'abord le résumé qui nous a été fait par Didier Ilunga avant de retrouver le plateau et retrouver justement Didier pour de plus amples commentaires. En 2025, le système éducatif de la République démocratique du Congo a continué d'évoluer dans un contexte marqué à la fois par des réformes structurelles et des contraintes sécuritaires et financières. La gratuité de l'enseignement primaire a été maintenue, tandis que des réformes pédagogiques dont les humanités pédagogiques rénovées ont été progressivement mises en œuvre malgré l'impact des crises sécuritaires, notamment dans l'Est de la République démocratique du Congo. Selon le rapport annuel d'activité du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté présenté le 8 avril à Kinshasa, des avancées significatives ont été enregistrées en matière de gouvernance, d'accès à l'éducation et de qualité de l'enseignement. La ministre Raissa Malou a souligné les efforts de modernisation des méthodes d'apprentissage et l'intégration accrue des personnes vivant avec handicap, inscrivant ces actions dans la vision d'une éducation plus inclusive. Le rapport fait état de la réception dans le cadre de programmes PDL, 145 territoires, dont 57% d'écoles primaires, majoritairement en zone rurale. Par ailleurs, les effectifs du primaire ont progressé d'au moins 10%, confirmant l'impact positif de la gratuité de la scolarisation. Cependant, d'importants défis demeurent. Le financement du secteur reste insuffisant et le système éducatif demeure vulnérable aux crises sécuritaires et climatiques.
le ministère recommande l'allocation de 20% du budget national à l'éducation et la mise en place d'un fonds d'urgence pour faire face aux situations humanitaires et renforcer la résilience du système scolaire. À noter que la rentrée scolaire 2025-2026 s'est déroulée sans retard, avec près de 29 millions d'élèves ayant repris le chemin de l'école le 1er septembre 2025. Retour sur ce plateau, nous retrouvons directement Didier Ilunga, à qui nous disons d'abord bonsoir et meilleurs vœux. Merci beaucoup, bonsoir à vous aussi, bonsoir à nos téléspectateurs et meilleurs vœux à vous aussi, bonne année. Voilà, merci beaucoup. Vous avez fait un résumé, le résumé bien que c'est une voix féminine, mais c'est vous êtes auteur de ce résumé-là. D'abord, est-ce que vous pouvez nous faire en quelques secondes, quelles ont été les réformes dans le secteur de la santé, justement, dans le secteur de l'éducation, justement, où vous avez fait le résumé. Voilà, les grandes réformes. De manière brève, nous avons certainement, dans un rapport publié par le ministère des tutelles, il y a eu des réformes, bien sûr, dans le domaine de l'éducation nationale, entre autres la modernisation de méthodes d'apprentissage. Et il y a eu aussi, parce qu'actuellement, quand on parle de méthode d'apprentissage, nous quittons l'approche par objectif. Nous sommes maintenant dans l'approche par compétence ou par situation, dans laquelle approche vous trouvez que c'est l'enfant qui est mis au centre de son apprentissage. Il y a eu aussi la réforme selon laquelle l'intégration accrue des personnes vivant avec handicap. Actuellement, il y a un certain pourcentage selon que le gouvernement s'est battu à fond, surtout en 2025, ici pour maintenir la cape avec la gratuité de l'enseignement qui a permis à 29 millions d'enfants de regagner le banc de l'école. Le banc de l'école, justement, mais il y avait une réforme présentée comme une réforme révolutionnaire autour de la correction des examens d'État. C'est vrai que ça a engendré quand même une certaine polémique. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment ça s'est passé, l'examen d'État, sur un territoire aussi grand que la RDC qui a été corrigé en 3 jours quand même? Oui, c'est comme vous l'avez dit, la plupart appellent ça une publication étrange. Parce que dans 3 jours, ça n'a jamais été fait ici en République démocratique du Congo. Et juste après 3 jours, après que les élèves aient passé l'épreuve de l'examen d'État 2025, le ministère s'était battu pour rendre le résultat disponible 3 jours après. Et ça a quand même fait un peu un conflit, une confusion, je voulais dire, entre le parent des élèves et bien sûr le ministère des tutelles. On a pensé que c'est juste on a reconduit le résultat de l'année 2024. Et alors que le ministère avait passé aux médias pour expliquer c'était l'utilisation ici avec la prouesse de l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle. Et la correction est passée par là et c'est comme ça que les résultats sont tombés juste après 3 jours et les enfants étaient servis. En quelques secondes, les défis de l'éducation, est-ce qu'il y a eu des défis particuliers au cours de l'année 2025? Certainement qu'il y a eu des défis, comme je l'ai dit ici, que nous nous basons beaucoup plus dans le rapport rendu public par le ministère des tutelles et le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Il y a eu par exemple la crise sécuritaire qui a bâti l'Est de la République démocratique du Congo. C'était un grand défi et que le ministère avait fait que était un peu compliqué pour que les enfants puissent s'impliquer dans l'éducation. Il y a eu des écoles qui ont été fermées à une certaine période par rapport à la crise sécuritaire. Il y a aussi des défis sur lesquels le secteur n'est pas encore bien financé. C'est pour cela ce qui fait que le secteur demeure encore un peu vulnérable, un peu pauvre, les enseignants et autres. C'est comme ça que le ministère avait demandé au ministère du budget de pouvoir allouer 20% du budget national au ministère pour plus booster les réformes en cours. Voilà, mais au rang des confusions ou polémiques, il y a eu quand même cette circulaire autour des élèves de 6e, élèves filles enceintes qui étaient autorisées à continuer leur scolarité. Mais on n'en parlera peut-être pas aujourd'hui parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais l'année s'est clôturée quand même sur une note, on va dire, négative avec le décès de l'institutrice influenceuse Bonnet Elombe.
Un mot peut-être sur l'institutrice influenceuse qui est partie. Si à Kinshasa on appellerait la fervente dame, la brave dame, celle qui y a beaucoup plus attiré un peu l'attention dans les domaines de l'éducation ici à Kinshasa, je vois que c'est tous les enseignants qui ont plairé la dame et le ministère provincial et je crois qu'elle avait même impacté dans le secteur. Parce que vous voyez, juste après sa mort, il y a eu des enseignants qui ont commencé une nouvelle pédagogie qu'on appelle la pédagogie joyeuse. Elle travaillait avec les enseignants autour des enseignants, les danses qu'elle avait, les vidéos qu'elle faisait sur la toile. Je crois que ça a impacté un peu le secteur. Et c'était un peu ça. Je crois que tout le monde l'appellerait. Je crois que sur l'étendue du territoire, appellerait la pauvre dame. Je crois que c'est par cette note-là que l'année c'était un peu clôturé dans les domaines de l'éducation. Je crois que c'était au mois d'octobre. Paix à l'âme de la grande dame Bonnette Elombe, justement. Merci Didier pour ce beau résumé de l'année 2025. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. On va donc poursuivre cette émission parce qu'on vient de parler de l'intelligence artificielle tout à l'heure dans le domaine de l'éducation. Donc on est en plein pied dans le numérique. Et le numérique, vous le savez, la RDC a fait de ce secteur un levier important de développement. Et pour continuer justement sur on va dire ce domaine particulier, on va vous proposer le résumé que nous a fait Damani Mujinga autour du secteur de numérique. La transformation numérique s'est progressivement imposée comme un axe stratégique du développement en République démocratique du Congo. Au fil des années, elle est devenue un levier de croissance économique, de modernisation de l'administration et d'inclusion sociale, avec l'ambition clairement affichée de faire de la RDC un acteur incontournable du digital en Afrique centrale. Cette volonté s'est traduite en août 2025 par une réforme institutionnelle majeure lors de la formation du gouvernement Souminois II. Le portefeuille des postes télécommunications et numériques a été scindé en 2 ministères distincts. D'un côté, les postes et télécommunications chargés des infrastructures, des réseaux et de la régulation du secteur. De l'autre, le ministère de l'économie numérique, désormais au cœur de la stratégie de digitalisation, de l'innovation technologique et de la transformation digitale de l'État et de l'économie. À travers cette séparation, les autorités congolaises envoient un signal fort. Le numérique n'est plus seulement une affaire d'outils ou de technologie, mais un vecteur de développement économique et social appelé à transformer durablement les pratiques publiques et privées. L'année 2025 marque également la fin du plan national du numérique 2019-2025, premier cadre stratégique du pays en la matière. Arrivé à son terme, le plan national du numérique à l'horizon 2025 laisse un bilan contrasté entre ambition réelle et ambition inachevée. Lancé en 2019, il affiche un taux de réalisation estimé à près de 60% selon le ministère de l'économie numérique. Parmi les avancées notables figure l'amélioration progressive de la connectivité grâce à la fibre optique nationale et aux projets régionaux, la mise en place des premiers services du gouvernement comme le portail des impôts en ligne, la modernisation du système douanier à travers le guichet unique, ainsi que la numérisation progressive de l'état civil et le déploiement en cours d'un système d'identification numérique. Mais ces avancées restent freinées par des difficultés structurelles, la faible couverture Internet, notamment en zone rurale, le manque de financement durable, une coordination institutionnelle parfois insuffisante et une inclusion numérique encore incomplète ont limité l'impact du plan sur l'ensemble de la population. 2025 apparaît comme une année de transition. Les bases du numérique sont posées, mais le défi reste de transformer ces acquis en résultats concrets et inclusifs pour l'ensemble de la population. Retour sur ce plateau, vous avez donc reconnu la voix de Damani Mujinga dans ce beau résumé du secteur du numérique en 2025. Eh bien, Damani Mujinga, nous avons le réel plaisir d'être avec elle sur ce plateau. Bonsoir Damani. Bonsoir Patrick Ilunga, bonsoir aussi à Chouchou Kawa. Meilleurs vœux à vous.
Merci à vous également. Voilà, on a commencé 2025 avec, par exemple, le ministère de Pétentique, mais on termine l'année avec un ministère qui est scindé, on va dire, il y a le poste, mais il y a aussi du numérique, ce qui veut dire que la RDC place le numérique au centre du développement. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette scission? Oui, vous l'avez si bien dit, Patrick Ilunga. Vous savez que lors de la formation du gouvernement Souminois II, il y a eu justement cette séparation entre les PTNTIC et le numérique. Mais cette fois, il y a une particularité parce que la dénomination change. On parle de l'économie numérique, du ministère de l'économie numérique. C'est un ministère qui a déjà existé, mais cette fois, on a voulu mettre un accent particulier sur l'économie numérique parce que justement, le numérique justement est un levier justement de la transformation économique de notre pays. Et pourquoi justement il y a eu cette séparation? C'était pour permettre à chaque ministère de se spécialiser. Parce que le numérique, c'est un secteur qui est très vaste. Alors, donner à chaque ministère ses attributions permettrait d'être plus efficace dans les actions gouvernementales et aussi parce que déjà quand on voit les PTNTIC, on voit le côté infrastructure, on voit connectivité, la qualité réseau et du côté du numérique, on voit les différentes innovations et tout ce qui va avec. Donc il y avait justement cette nécessité de séparer ces deux ministères afin que le gouvernement soit plus efficace dans ses différentes actions dans ces deux secteurs. Voilà, c'est un secteur qui brasse beaucoup de ressources financières et justement autour du numérique, vous avez une interview importante qu'on va suivre. Plusieurs mesures ont marqué le secteur du numérique en RDC durant l'an 2025, mesures qui d'ailleurs traduisent la volonté du chef de l'État qui consiste à l'instauration de la DRC Digital Nation 2030 qui vise non seulement à transformer la RDC en une nation digitale, mais également à transformer la RDC en un hub technologique au cœur de l'Afrique d'ici 2030. Alors, parmi ces mesures, on peut essentiellement faire mention de l'adhésion de la RDC à la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité. On peut également faire mention de la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, plus connue sous le nom de la Convention de Malabo, mais également faire mention des mesures provisoires qui confèrent les attributions de l'autorité de régulation du numérique, l'ARN, l'autorité de protection des données à caractère personnel, l'APD, mais également de l'autorité nationale des certifications électroniques, l'ANC, à l'RPTC. Et enfin, on peut également évoquer le lancement de la stratégie nationale de gouvernance des données. Et donc, ces mesures traduisent justement une volonté d'intégration non seulement régionale, mais également internationale, tout en renforçant d'une certaine manière la résilience du pays face aux menaces numériques. Alors, il est important de préciser que ces mesures qui ont été prises en 2025, qui sont essentiellement des mesures d'ordre juridique et technique, ont un impact considérable dans le vécu quotidien de la population. À titre d'illustration, on peut évoquer l'accès à Internet. Aujourd'hui, rien que pour la ville de Kinshasa, nous accusons un taux de pénétration Internet qui avoisine les 60%, ce qui garantit l'accès aux réseaux sociaux, mais également à toute autre plateforme de communication. Mais également, en plus de l'accès à Internet, nous avons aujourd'hui la consolidation de systèmes de paiement, notamment via les mobile money, mais également via l'interconnexion progressive des services financiers numériques, ce qui conduit non seulement à la stimulation des activités économiques locales et des PME, mais également à l'amélioration de l'inclusion financière. Et pour faire un petit commentaire s'agissant de l'inclusion financière, alors qu'autrefois, une certaine couche de la population était pratiquement exclue du système bancaire classique, aujourd'hui, à l'aide de mesures qui viennent justement assainir le cadre juridique dans l'écosystème du numérique, il y a cette montée fulgurante de cette inclusion financière qui permet à ce que toute personne, via son smartphone, puisse avoir accès aux services bancaires classiques. Puisque ces mesures ont un impact considérable dans les chefs de la population, il n'en demeure pas moins qu'il existe une problématique bien réelle, celle de la fracture numérique, qui concerne non seulement la nouvelle et l'ancienne génération, mais également en termes d'accès inégal des infrastructures selon qu'il s'agisse des zones urbaines ou des zones rurales, mais également en termes d'accès inégal à Internet et aux équipements numériques. Et en plus de la problématique relative
à la fracture numérique, il est important de mentionner la problématique relative à la méconnaissance des termes, des textes juridiques qui conduit aujourd'hui à la prolifération d'actes criminels dans les cyberespaces. Alors, afin de garantir un écosystème propice à tous, il importe aujourd'hui d'atténuer cette fracture numérique et à vulgariser les textes en vigueur. Retour sur ce plateau, on va donc poursuivre avec cette émission. Damani Mujinga, juste une petite question de fin. 2025 a marqué aussi la fin du plan numérique. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Eh bien, Patrick Ilunga, pour aller très rapidement, nous devons savoir que cette année 2025 a marqué la fin de ce plan. Et à la fin de ce plan, on remarque qu'on est arrivé qu'à 60% des réalisations qui étaient prévues dans ce plan, parce qu'il y avait 69 projets qui étaient prioritaires, 40 ont été terminés, 17 complètement achevés et 29 restent encore non démarrés. Donc, on voit qu'il y a quand même ce besoin-là, justement, d'avoir cette volonté-là de pouvoir accomplir justement ces projets qui sont dans le secteur du numérique. Il y a d'ailleurs un nouveau plan qui est en train d'être rédigé déjà, parce que le plan a déjà expiré en 2025, donc il y a un plan qui va être rédigé pour l'année 2026 jusqu'en 2030. Donc on verra bien ce que ça pourra donner, parce qu'on voit que l'État a prévu d'ailleurs un budget de 1,5 milliard de dollars pour justement combler ce vide-là qu'il y a dans le secteur du numérique. Merci Damani Mujinga, merci pour ce beau résumé. Chouchou Kawa, on parlait justement avec Damani du numérique. Il faut savoir que le numérique, dans le numérique, il y a aussi une forme de on suit la couverture santé universelle à travers le numérique. Donc c'est important, justement, après avoir parlé du numérique, il y a aussi le domaine sanitaire, le domaine de santé, qu'on peut justement suivre à travers le numérique, et qui parle santé, qui dit santé, dit dans mon mat. Merci Patrick pour cette belle introduction. Donc du côté santé, Ebola, Mpox, choléra, menaces contenues, mais aussi des signaux d'alerte pour l'avenir. Donc nous avons, comme vous l'avez dit sur ce plateau, il est encore revenu une fois, Monsieur Domomat. Donc est-ce que vous pensez qu'en 2025, on peut parler des prouesses dans la gestion rapide des épidémies en République démocratique du Congo ? Effectivement, la RDC a montré que son système de réaction par rapport aux épidémies était très organisé. C'est pas pour rien qu'à chaque fois qu'il y a Ebola dans d'autres pays, on fait recours aux médecins congolais, et nous avons eu notre 16e épidémie d'Ebola qui s'est vécue dans le Kasaï, et on a pris que moins de 3 mois pour en arriver à bout. C'est une prouesse. Nous sommes en train de contenir l'Mpox, ça aussi c'est une prouesse. Mais ce que je voudrais relever ici est que, vous l'avez remarqué, vous avez cité plusieurs épidémies, des zoonoses, il faut le dire. Des zoonoses, pour ceux qui ne le savent pas, sont des maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme. Vous en avez vu qu'il y en a de plus en plus de façon récurrente, pas qu'au Congo, au Rwanda, en Tanzanie, il y a eu Marburg. Vous allez dans l'Afrique de l'Ouest, au Sénégal par exemple, on a parlé de la fièvre de la vallée du Rift. Toutes ces épidémies finalement veulent dire quoi? Toutes ces épidémies veulent dire tout simplement que finalement le pays africain, et particulièrement la RDC, vous comprendrez pourquoi, sont de plus en plus exposés à une pandémie. Ça, c'est en tout cas selon plusieurs experts en santé qui estiment que avec l'ampleur, la récurrence des épidémies zoonotiques, l'Afrique est exposée à une pandémie en 2026, et plus particulièrement la République démocratique du Congo. Alors, est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait des préparations qui soient faites face aux risques pandémiques futurs pour l'année qui commence? Et effectivement, il y a des préparations qui sont faites. Il y a des préparations qui sont faites. Il y a l'OMS qui a pris la menace au sérieux, tout comme les CDC, qui est un peu la petite OMS en Afrique, qui ont pris des mesures pour essayer d'anticiper cette pandémie-là, mais également à la RDC avec tout ce qui est en train d'être fait pour santé couverture universelle, des plans élaborés ça et là pour la surveillance de maladies, des épidémies plutôt. Mais avant d'en arriver là, il faut peut-être dire que, répondre à la question, pourquoi
aujourd'hui, est-ce qu'il y a de plus en plus d'épidémies, il y a de plus en plus de zoonoses, donc des maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme. Alors, il y a plusieurs facteurs selon le spécialiste. Aujourd'hui, lorsqu'on parle par exemple de l'insécurité, il y a destruction de l'environnement, mais cette destruction de l'environnement n'est pas que orchestrée par l'insécurité, donc la guerre, il y a aussi les changements climatiques. Ça fait que il y a l'urbanisation, il y a cette destruction aussi sauvage avec tout ce que nous avons comme pratique, la coupe de bois. Donc il y a presque plus aujourd'hui, de plus en plus, il n'y a presque plus de limites entre les animaux et l'homme. Et donc tous ces faits-là et combinés à bien d'autres font que il y aura de plus en plus d'épidémies, donc des zoonoses, et c'est comme ça que l'on dit longtemps pratiquement vers une pandémie si rien n'est fait. Et heureusement on peut le dire, ce n'est pas une alerte pour que les gens soient inquiets, c'est pour que les gens puissent prendre conscience de la réalité par rapport à la santé. Mais il faut dire, l'État a fait plusieurs efforts pour essayer, bien entendu, de surveiller toutes ces épidémies-là, de les anticiper et au besoin de les combattre. Des efforts qui se traduisent sur plusieurs plans, au-delà des plans qui sont établis et tout, c'est aussi par les infrastructures qui sont en cours d'amélioration. Vous avez vu des hôpitaux, à un certain moment, lorsque le chef de l'État faisait des itinérances dans les provinces et tout, à Kalemi, à Lubumbashi, au Kasaï, vous avez vu des infrastructures modernes parfois sortir de la terre, des infrastructures hospitalières sortir de la terre avec des équipements neufs. De plus en plus, vous voyez, nos médecins sont en formation où on tente en tout cas de ramener certains expats congolais qui sont par exemple en Afrique du Sud, en Belgique, en France, on tente de les rapatrier au Congo. Tout ça, c'est pour améliorer les systèmes de santé et aussi pour aboutir à la couverture santé universelle. Il y a plusieurs choses qui sont faites, notamment le fait qu'on impose une taxe de 2% sur certains produits afin de renforcer justement, de renflouer les caisses pour financer finalement la santé de tout le monde. Donc autant de réformes, autant des menaces qui pèsent, mais aussi, attention, pas d'inquiétude. Tout ça, au fait, difficile d'en parler en une minute, mais voilà un peu la configuration sur le plan sanitaire de façon générale de ce qui s'est passé en RDC. Et surtout, nous avons voulu nous projeter un peu en 2026 avec, c'est pour ça que nous avons mis un focus sur les zoonoses. Merci à notre expert santé de la rédaction de Géopolis Télévision, dans Momat. Et donc, Patrick, est-ce que nous pouvons faire un pont entre, dans le domaine de la santé, on va établir un pont pour aller vers la nature, donc la forêt, les mines et le climat avec... Le pont est naturel. Tout à l'heure, Momat vient de nous faire la démonstration. La destruction de l'environnement, effectivement. Ouais. Oui, vient de nous faire la démonstration que la santé humaine est liée directement aussi à la santé animale. C'est pourquoi il parle de zoonoses, mais il faut dire aussi que la santé humaine, la santé animale, les deux sont liés aussi à la santé environnementale. Voyez-vous, donc cette année, la RDC a été au centre de beaucoup de débats. Le pays se fait appeler pays solution. Justement, il y a eu COP30, il y a eu question autour de la déforestation. Et ça, je crois qu'on a un résumé qui a été fait par Rosie Chioyo. On va vous proposer dans ces résumés 2 enjeux autour de l'environnement liés à l'année 2025. L'année 2025 a été marquée par des événements majeurs dans le secteur de l'environnement en République démocratique du Congo. Sur le plan national, la pollution environnementale, les inondations et l'insalubrité ont été les principaux défis auxquels le pays a été confronté. À Lubumbashi, le 6 novembre 2025, un incident environnemental majeur a eu lieu dans la province du Haut-Katanga. Un débordement d'effluents industriels provenant d'un bassin de rejet de la société Congo d'Enfang Mining a touché plusieurs quartiers environnants, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité des populations et à la protection de l'environnement. Le ministre national des Mines, Luatum Kabamba, s'est rendu sur place et a constaté que le bassin de rejet ne répondait à aucun standard international. Des mesures conservatoires ont été immédiatement décidées. À Kinshasa, depuis les débuts du mois d'avril, la ville a connu des pluies diluviennes qui ont causé des pertes humaines et des dégâts matériels. Selon le gouvernement congolais,
congolais, 70 personnes ont perdu la vie, 150 ont été blessées et 6 autres ont été portées disparues. Des établissements de soins de santé, des zones de santé et des ménages ont été affectés. Le gouvernement a mis en place des mesures d'urgence pour aider les sinistrés. Il était question de l'insalubrité. Cette problématique a été au cœur des débats à Kinshasa. Le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a pris des mesures pour récupérer le centre d'enfouissement technique d'Mpassa et a obtenu un financement de 200 millions de dollars de la Banque mondiale pour soutenir la gestion des déchets et renforcer la résilience de la ville face aux inondations et aux défis environnementaux. Enfin, la conférence de Belém de 2025, les changements climatiques, a été marquée par le lancement officiel du programme du couloir vert Kivu-Kinshasa, une initiative du président de la RDC. Ce projet vise à établir une nouvelle référence mondiale en matière de conservation et à protéger les forêts congolaises. En résumé, l'année 2025 a été marquée par des défis environnementaux majeurs en RDC, mais également par des initiatives pour protéger l'environnement et promouvoir la conservation. Il est essentiel que le gouvernement et les partenaires internationaux continuent à travailler ensemble pour relever ces défis et assurer un avenir durable pour le pays. Retour sur ce plateau, un beau résumé de l'année 2025 dans le secteur de l'environnement. C'était un papier fait par Rosie Thioyo sous la coordination de José Junior Owawa. Notre expert maison, justement. José Junior Owawa, que nous retrouvons encore sur ce plateau pour nous parler justement des enjeux nationaux et internationaux. Aujourd'hui, on parle de couloir vers Kivu-Kinshasa. Ceux qui nous regardent à la maison, qui ne sont pas forcément experts, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? D'abord, le résumé de l'année et puis de cette particularité de couloir vers Kivu-Kinshasa. Bon, merci beaucoup Patrick, merci de me recevoir de nouveau. Et effectivement, comme vous avez dit, les documents proposés par Rosie, il est plus ou moins complet parce que ça donne une idée générale de tout ce qu'il y a comme enjeu climatique. Et vous avez posé une question précise, ce qui concerne les couloirs vers Kivu-Kinshasa. Kivu-Kinshasa, c'est un document, c'est un engagement du chef de l'État qui a pris un engagement depuis l'année dernière, justement. Cette année, d'ailleurs, le 15 janvier, un décret a été pris par le Premier ministre, Madame Souminoa, qui a décrété cet espace. Et donc, comme le dit bien le reportage, le couloir Kivu-Kinshasa, ça part de province du Nord Kivu jusque la capitale congolaise. Et c'est une aire protégée, la plus grande et la plus vaste aire protégée du monde, en tout cas décrété par la RDC. C'est un engagement que le président a pris, je crois, à Glasgow, lors de la COP, d'une conférence internationale sur le climat. J'ai oublié le numéro, mais au moins, c'est un couloir qui permet effectivement de protéger 540 000 km² d'espace pour effectivement promouvoir le développement durable dans cet espace et avec comme ambition de créer au minimum 500 000 emplois parce que les couloirs s'étendent sur 100 000 km de superficie. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Et aujourd'hui, ce projet est en train d'être géré par l'Institut congolais de conservation de la nature, l'ICCN, qui veut tout simplement, effectivement, à travers cette opération, parce que ça paraît un peu plus vaste, beaucoup plus, il y a beaucoup de choses autour de ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est sur les chiffres que je viens de donner et l'ambition de la RDC, justement, qui abrite le deuxième poumon écologique du monde à travers les forêts de bassin du Congo, après l'Amazonie. C'est la forêt de bassin du Congo qui abrite première réserve d'eau douce d'Afrique. La RDC veut justement, comme c'est un pays solution, vous avez dit à l'introduction, veut tout simplement capitaliser dans ces secteurs pour voir effectivement que dans un horizon beaucoup plus proche, que les pays puissent effectivement décréter cette zone d'exclusion, ou même à Kinshasa, on peut être, par exemple, si Kingabo est concerné par exemple, par cette aire protégée, ça va être tout simplement qu'il y a des attitudes qui sont les activités économiques qui peuvent s'y développer, mais ces activités économiques doivent être, on ne peut pas utiliser par exemple l'énergie fossile, comme par exemple le carburant, tout ça qui pollue forcément l'environnement. On peut installer des centrales centrales photovoltaïques, justement pour permettre à ce que cette promotion s'est faite. C'est un grand projet qu'on aura peut-être le temps d'organiser dans une autre mission beaucoup plus élaborée. Centrale photovoltaïque, justement, c'est une appellation scientifique, c'est justement les panneaux solaires qu'on appelle. Effectivement. Panneaux solaires. Mais il y a eu aussi, en quelques minutes, il y a eu aussi le COP30 cette année avec des engagements importants. Dites-nous, la RDC a participé. Est-ce que le pays a eu vraiment gain de cause en termes d'engagement financier de la part des pollueurs, des grands pollueurs qu'on connaît? Donc on est
pourra pas peut-être, effectivement, les pays à participer. Le président a fait les déplacements de Belém au Brésil. C'est une ville qui est juste à la portée d'entrée de la forêt amazonienne. Effectivement, le président y a été. Le ministre de l'Environnement, Dame Nyangue, était tout simplement le pays, effectivement, à négocier. Mais il ne faut pas prendre la RDC comme une partie isolée du monde. Donc, la RDC fait partie de pays solutions, à l'instar du Brésil, à l'instar de l'Indonésie. Et le pays, aujourd'hui, la RDC veut tout simplement que, on appelle les paiements sur les services environnementaux, doit être respecté pour la RDC. Le pays qui a beaucoup de ressources naturelles veut tout simplement que, avec l'autorité de régulation du marché carbone qu'on a instaurée, la RDC veut tout simplement que ses forêts et sa faune et sa biodiversité soient respectées. Donc ce ne sont que des engagements, mais aujourd'hui, les pays veulent tout simplement passer à l'étape supérieure où des engagements doivent se traduire à des réalisations concrètes, d'où la mise en place d'un gouvernement qu'on appelait, d'un ministère qu'on appelait le ministère en charge de l'économie numérique. Donc il y a beaucoup de choses, donc il faut attendre maintenant 2026, comment est-ce qu'on va implémenter les engagements qui ont été pris jusque-là. Merci beaucoup José Julien Oa pour ce beau résumé de l'année 2025 dans le secteur de l'environnement. On va donc poursuivre cette émission. On a parlé de politique, on a parlé d'économie, on a parlé de l'environnement, on a parlé de santé. Il est temps maintenant de parler de sport, n'est-ce pas Chouchouka Oa? Bien évidemment Patrick, on va commencer, on est en train d'atterrir comme on dit. Tout à fait. Alors le sport en 2025 ça a été à la fois mémoire, performance et vitrine économique. Justement, l'année a été marquée par les préparatifs du cinquantenaire du combat du siècle, comme on dit, Ali et Foreman, et aux exploits aussi de Bakambu en Espagne et aussi de Il a fait plaisir, lui. À beaucoup de Congolais, mais aussi en équipe nationale. On a vu aussi Fiston Mayele qui a été sacré meilleur joueur africain de l'année. Et donc, pour aller en profondeur avec cette thématique qui est spéciale, qui n'est pas simple, on va suivre d'abord le résumé 2025 en sport avec Blaise Kouzola. Le rêve de la Coupe du Monde pour la République démocratique du Congo refait surface. Après la débâcle subie face au Sénégal en septembre dernier au stade de Martyrs, l'espoir d'aller aux Amériques s'était arrêté. Dans un groupe des éliminatoires composé du Sénégal, du Soudan, de la Mauritanie, du Togo et du Soudan du Sud, les Léopards étaient bien partis pour se qualifier directement au Mondial. Après l'espoir perdu de se qualifier directement, il fallait passer au barrage continental en terminant parmi le meilleur deuxième, ce qui était chose faite après les victoires face au Togo et au Soudan lors de la 9e et 10e journée. Arrivé en barrage en novembre en compagnie du Gabon, du Nigeria et du Cameroun, les hommes de Sébastien Desabre devraient passer par les feux camerounais en demi-finale, puis l'ogre nigérian en finale. C'était donc chose faite après la finale des barrages continentaux remportée face aux Super Eagles dans une rencontre disputée à Rabat au Maroc, permettant aux fauves congolais de représenter les continents aux barrages intercontinentaux où les Léopards joueront les vainqueurs de la rencontre Nouvelle-Calédonie-Jamaïque le 31 mars prochain à Guadalajara au Mexique pour une qualification historique au mondial 52 ans après. Maintenant, place à la CAN où les Léopards sont dans le groupe D en compagnie du Bénin, du Sénégal et du Botswana afin de faire bonne impression et faire mieux qu'à la 34e édition organisée en Côte d'Ivoire où les Léopards ont fini 4e. Les hommes de Sébastien Desabre se sont également distingués tant sur le plan collectif qu'individuel, à l'image de Fiston Mayele qui s'est distingué en remportant le titre de meilleur joueur africain évoluant sur le continent au CAF Award organisé à Rabat au mois de novembre après sa saison pharaonique réalisée avec son club de Pyramide, remportant notamment la Ligue de champions africaine en terminant meilleur buteur du tournoi. Chancel Mbemba, capitaine emblématique des Léopards, est devenu après son match face au Cameroun le premier joueur congolais à atteindre 100 sélections. 2025 était également consacré à la commémoration du très célèbre combat du siècle entre Ali et Foreman. À Kinshasa, plusieurs activités avaient eu lieu, notamment l'arrivée pour la première fois de la légende de la boxe Mike Tyson, mais aussi des combats d'exhibition entre le boxeur venu de 4 coins de la ville et du Congo. L'année qui s'achève ouvre une brèche pour 2026
2026 où tout le public congolais s'attend à des bonnes et historiques nouvelles comme celle de la qualification à la Coupe du Monde des Léopards. Merci Blaise Kouzola pour ce reportage qui nous a fait un bilan pratiquement complet de l'année 2025 dans le domaine des sports. Et je voudrais en profiter pour vous présenter mes vœux les meilleurs pour l'année 2026 qui doit commencer. Merci Chouchou Kawa, meilleurs vœux à vous également, meilleurs vœux à monsieur Patrick Kilunga. Merci. Et meilleurs vœux à nos fidèles téléspectateurs que j'ai salués. Alors, vous pouvez nous en dire un peu plus. Les Léopards ont enchaîné de belles prestations, ils ont fait plaisir aux Congolais, n'est-ce pas? Justement, il y a eu une certaine progression, on va le dire, de l'équipe nationale en cette année 2025. Les Léopards qui ont enchaîné plusieurs belles prestations, qui auraient pu finir par une qualification directe en Coupe du Monde, n'eût été cette défaite, on va le dire, cruelle face au Sénégal en septembre dernier au stade de Martyrs, 3-2. Cela n'a pas permis aux hommes de Dessabre d'aller en Coupe du Monde directement, mais quand même, ils ne se sont pas résignés, ils ont continué à travailler jusqu'à se qualifier pour les barrages continentaux et après avoir gagné le Nigeria en finale, ils se sont qualifiés pour les barrages intercontinentaux où ils n'auront que 90 minutes afin d'espérer à une qualification historique 52 ans après, où ils vont jouer donc le vainqueur du match Nouvelle-Calédonie-Jamaïque pour la finale. Donc déjà sur le plan du sport, c'était sur le plan du football, c'était ça le grand, on va dire, événement. Et là, les Léopards sont un peu focus sur la CAN déjà qui a commencé avec la victoire face au Bénin. Il restera le Sénégal à jouer, il restera aussi les Botswana. Là, les Léopards abordent également cette compétition d'une certaine manière parce que la dernière fois, ils avaient fini 4e. Là, certainement, il faut faire beaucoup mieux face à des très grandes nations, de grandes renommées. On va citer le Maroc et autres. Bref, c'est une année particulièrement bonne dans le secteur du football en République démocratique du Congo, donc on espère que ça sera le cas également en 2026. Mais on n'a pas oublié la venue de Mike Tyson. Justement, c'est aussi l'un des faits marquants de cette année 2025, l'arrivée de Mike Tyson à Kinshasa pour la première fois de sa vie. C'est célèbre boxeur légendaire international qui est arrivé à l'occasion donc de festivités de ces combats du siècle, le célèbre combat du siècle qui a opposé Ali et Foreman et qui était donc à sa 50e année de célébration ou de commémoration. Mike Tyson qui est arrivé à Kinshasa enfin de voir certaines personnes, de participer également à quelques activités sportives qui étaient organisées à l'occasion donc de cette commémoration là, et il en a profité pour voir également le chef de l'État. Bref, c'était très bien pour le Congolais de voir un si grand boxeur arriver sur les terres natales, les terres congolaises, lui qui aurait des origines congolaises, entre guillemets, comme on l'a dit. Eh ben, Patrick, nous avons notre expert maison sport. Justement, vous avez une question. Je vais profiter de la présence de Blaise pour poser quand même une question. Vous avez fait un focus sur ce qui a été fait dans le domaine de football. Vous avez parlé aussi de la célébration de combat du siècle, mais parlant du combat du siècle quand même, il y a eu la disparition de George Foreman cette année. Oui. Il y a eu aussi la disparition de Edingwe. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot pour les deux sportifs qui ont marqué quand même les 50 dernières années du sport, des arts martiaux? Oui, justement. 2025 n'était pas une année toujours joviale dans le secteur du sport. Il y a eu des départs, vous l'avez dit. En République démocratique du Congo, il y avait ces célèbres catcheurs Edingwe Mutunangenge, comme on l'appelait, qui est finalement mort parce qu'on disait Edingwe est mort, il n'est pas mort, il n'est pas mort. Finalement, il est mort au Maroc après avoir été pris en charge donc par le gouvernement congolais, un célèbre catcheur qui a fait plaisir au public congolais pendant une cinquantaine d'années où il a beaucoup combattu, beaucoup de spectacles, et à l'occasion du combat du siècle, il y a eu également cette disparition de George Foreman cette année qui était une figure emblématique de la boxe. Bref, il y a eu aussi beaucoup de départs
dans les secteurs du sport dans le monde, tant en République démocratique du Congo, on ne va pas oublier de citer Chico Ushindi Wakumwanza, très récemment, Wakubanza plutôt, qui venait de nous quitter, l'ancien joueur du TP Mazembe, qui est passé également par l'SV Club et international à prime congolais. Bref, 2025 c'était un peu un mélange de tristesse et de joie pour le sport congolais. On espère que l'année qui va débuter en 2026, l'année 2026 sera quand même un peu plus morose pour le sport congolais. Un peu plus rose. Un peu plus rose, voilà. Pas morose. Voilà. Tout à fait, voilà. Blessed Kozola. On va dire que peut-être que l'année 2026 va nous réserver des surprises, on va dire, joyeuses. Non seulement l'année 2026, mais on a encore un match qui doit se terminer en 2025, pratiquement avec les Léopards. Oui, avec la CAN et tout. En fait, on aura même cette CAN, son épilogue, c'est 2026. La finale aura lieu le 18 janvier 2026. On espère que la République démocratique du Congo pourrait au moins remporter cette CAN après 52 ans ou 53 ans. Et cette même année-là, c'était la dernière année où la République démocratique du Congo a joué une phase finale de la Coupe du Monde. Et on espère qu'en mars, après la rencontre qui va se jouer, je rappelle, le 31 mars à 15h, heure de Guadalajara, là nous sommes au Mexique, et 22h, heure de Kinshasa, on espère vraiment, 21h, heure de Kinshasa, on espère que les sportifs congolais, après ces matchs, vont jubiler. Enfin, le Congo sera en phase finale et pourra jouer un pays comme le Portugal d'un certain Cristiano Ronaldo. On va donc croiser les doigts, comme on dit, mais merci Blessed Kozola, je vous en prie. Chouchou Kawa, entre le sport et la culture, il n'y a qu'un pas, dit-on. Absolument, des grandes salles aux scènes internationales, les artistes ont porté l'image du pays. Donc voilà. Voilà, on est donc de plein pied dans le domaine culturel et Chouchou Kawa, on va donc dire peut-être, est-ce que dans ce domaine particulier, qu'est-ce que les Congolais comment est-ce qu'ils ont réagi? On va donc faire revenir avec la rédaction Gigi Nende qui va nous faire justement le résumé. Mais peut-être que Chouchkawa, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce domaine culturel avant de retrouver peut-être Gigi? La grande réponse, Patrick, figurez-vous, est dans les rues de Kinshasa, au cœur du quotidien. Et pour le découvrir, nous nous tournons vers Gigi Nende, notre journaliste actuellement dans les rues de Kinshasa. Bonsoir Gigi, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que les Kinois disent avoir vécu 2025, vous qui êtes sur terrain? Bonsoir Chouchou Kawa et Patrick Ilunga. Nous avons interrogé des personnes choisies au hasard pour connaître leurs impressions sur ce qu'a été l'année 2025. Écoutez, vous serez surpris. Selon les fêtes, les difficultés bateau babundaka déjà mi bongisi la maki bazali na bateau bazora to 10 jours peu complication bazanga rapeka te donc na moi tour pe la monique moi biloko moi muke ba prix yango eza moi abordable par rapport à ndenge zalaki avant mais les problèmes anega ke bambongo na maboko abatunde eza vraiment te mais n'a pas signé tout chaque parent aura responsabilité à Pour moi personnellement, l'année a été meilleure du point de vue santé puisque j'ai été béni. J'ai passé une bonne année en bonne santé et sur le plan professionnel, j'ai eu un peu de problèmes, les choses n'ont pas été. Sur le plan politique, pour mon pays, c'était un grand succès sur la diplomatie, ce que le président fait pour le pays, avec sa diplomatie moderne et intelligente. Et sur le plan spirituel, oui, Dieu a été bon pour le pays, malgré quelques difficultés. Mais en bref, c'est une année de renaissance pour notre pays. Nous allons décoller sur le plan économique, sur le plan culturel et dans plusieurs disciplines.
La population a également répondu sur la question de savoir comment ils envisagent l'année 2026 en ce qui concerne la situation sécuritaire à l'est de la RDC et le coût de la vie pour les ménages. Écoutez. Pour l'année 2026, voilà, on a généralisé tous les Congolais. En tout cas, il faut changer de mentalité. Changer de mentalité. Surtout, mais ça, la mentalité, au moi j'ai au bois qui moi bidon anzela au moi nini, c'est-à-dire que côté on a tout mécaniquement changé. En tout cas, surtout pour na biso ba jeune. En tout cas, jeunesse c'est ça okufa. Biso ba jeune to linga moi ceux qui mo boy bizarre, moi le mo ba mato donc ba jeune le lo au monde azanga so le ko la to été. Tout le monde a ba nzoto ne so monde ba caché donc c'est presque 80% ya ba jeune. Est-ce que ba jeune no yo to za le lo boy? Est-ce que Congo a lobby c'est ça ma bon na biso ti. To za kande to boy. Tout mécaniquement changé. Tout cas la match à Souka. Didier Boudimbo. Léopard, beau décevoir, RDC tête aux Elabino, bon même sur la Coupe du Monde, il y a tout retour voilà tout vivre dans RDC na carte mondiale. Mais oyo de kota oyo, ba point ici là, ba balabala ici là, ba venir ici là. Donc il rappelle bien la ville, donc il rabanzela nyo surtout. Oko kozala na quartier 1 OK, oko kozala na quartier 3 OK, oko kozala na Ferbo, oko kozala na Maluku, donc kozala na facilité comme na vie. Mboka na biso, eloko ezo pesa biso ba panzela banzela, ba misala, biso ba journalier. Ba ko kipaka pe biso, ba journalier ba to lebela biso bazate. Donc ça na maboka ba étranger wana, ba pays musu de mona ka keno gouvernement ezo landela bino. Mais biso na mboka na biso ba gouvernement landela biso ba travailler te. Keno yo journalier ko futa ka ndenge nini, bozwa combien, bozala ndenge nini ba ko landela yo te. Donc ba pesa yo muki ba pesa yo belé, etali ka ba étranger mais la landela biso ba kambo pene tali pene donc biso ba dosala ba journalier, c'est pas ba. Ensemble avec moi, vous avez compris ce que retient le peuple congolais de l'année 2025 et ce qu'il espère voir de mieux en 2026. Merci Gigi Nende, merci pour ce résumé. Vous l'aurez compris, donc il s'agissait de comment les Congolais ou les Kinois en particulier ont vécu l'année 2025. Ils ont mélangé divers domaines, mais dans le domaine de la société particulièrement. Mais on a annoncé il y a quelques minutes aussi le domaine culturel. Vous le savez, les artistes congolais ont porté haut le drapeau du pays. On va donc suivre ce qu'a été l'année 2025 dans le domaine culturel. En 2025, la culture congolaise a connu une expansion remarquable sur la scène internationale. Longtemps portée par la rumba et la musique urbaine, elle s'appuie aujourd'hui sur une diversification impressionnante de ses expressions artistiques. Du gospel triomphant aux musiques urbaines, en passant par l'humour et les arts visuels, les créateurs congolais imposent leur influence sur les plateformes numériques mondiales et dans les grandes salles de spectacle. Phénomène majeur de ces dernières années, la musique gospel congolaise s'impose désormais comme un véritable pilier économique et culturel. Des artistes tels que Moïse Mbié, Mike Kalambay et Dena Mwana cumulent des centaines de millions de vues sur YouTube tout en remplissant des salles en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord. Leur succès démontre que la musique chrétienne congolaise dépasse largement le cadre religieux pour toucher un public international. Cette dynamique est renforcée par une nouvelle génération d'artistes dont Deborah Lukalou, Faveur Moukoko ou encore des groupes comme Adorant l'Éternel, régulièrement présents dans les classements numériques mondiaux. Le gospel devient ainsi un vecteur central du soft power culturel congolais. Parallèlement, les figures emblématiques de la musique congolaise continuent de dominer les plateformes et les scènes internationales. Fally Ipupa reste le leader incontesté en termes de visibilité numérique, suivi par des légendes comme Koffi Olomide et Ferregola, ainsi que par des artistes plus jeunes tels que Inosbi et Gaëz Mawete qui séduisent un public toujours plus large, notamment en Europe et en France. Cette continuité s'accompagne d'un renouvellement artistique. Des héritiers comme Peggy Tabou, fils de Taboulé et Rochero, explorent de nouveaux horizons musicaux
tout en perpétuant l'héritage de la rumba congolaise, symbole identitaire fort du pays. Moins présent dans les classements musicaux, l'humour congolais connaît néanmoins une progression notable à l'international. Des humoristes tels que Herman Amissi, Banji 4 ou Carlino tirent parti des réseaux sociaux et des tournées à l'étranger pour faire connaître une autre facette de la culture congolaise, mêlant satire sociale et créativité populaire. Les artistes visuels congolais participent également à cette dynamique globale. À travers des œuvres mêlant traditionnelles et problématiques contemporaines, ils gagnent en visibilité sur la scène internationale. Bien que les données chiffrées soient moins centralisées que la musique, leur présence dans les expositions et foires d'art contribue à renforcer la reconnaissance mondiale de l'art congolais. Plusieurs facteurs expliquent cette effervescence culturelle. Les plateformes numériques telles que YouTube, Spotify jouent un rôle déterminant dans la diffusion et la monétisation des œuvres. La jeunesse artistique, caractérisée par une grande diversité de styles et d'influences, permet d'élargir les publics. Enfin, les tournées internationales, illustrées par des concerts à guichets fermés dans des salles prestigieuses comme l'Accor Arena de Paris, confirme le statut mondial de certains artistes. La scène artistique congolaise traverse une période de rayonnement sans précédent, du gospel à la rumba modernisée, de la musique urbaine à l'humour et aux arts visuels. L'écosystème créatif congolais s'impose comme l'un des plus dynamiques d'Afrique, porté par le numérique et une ambition résolument internationale. Gigi ne s'est pas arrêtée là, elle a tendu le micro aux artistes congolais dans divers domaines artistiques. Suivons encore ce reportage. Bon, pour ma carrière, je pense que j'ai passé beaucoup de temps dans des recherches, mais au début, quand j'étais encore enfant, je faisais trop de dessins. Et mes parents ont trouvé que c'était bien de m'orienter à l'Académie des Beaux-Arts, mais à un certain moment, quand je faisais des panneaux, des publicités, avec tonton Skoll et tout consort, nous avons un oncle paternel qui ne voulait pas de ça. Il pensait que je n'allais pas terminer. Il m'a mené à l'internat au Bas-Congo. C'est de là où j'ai décroché mon diplôme. Quand je suis rentré encore à l'académie pour continuer le supérieur. Et l'université ne m'a pas pris trop de temps parce que j'ai fait juste deux ans. J'ai arrêté parce que la capacité intellectuelle artistique que je détiens vraiment pose problème. Donc demande à ce que je travaille en particularité et encadrer les jeunes aussi dans le même domaine. J'ai trouvé que c'était là vraiment ma passion. Donc jusque là, j'ai évolué avec ces deux techniques. Actuellement, oui, parce qu'il y a quand même des gens qui ont compris l'importance des couleurs, les mélanges, les nuances. Je crois que c'est par rapport à ça qu'il y a eu un peu d'augmentation là. Bon, je trouve ça pas mal, c'est bien, parce que ça tend vers la positivité, parce que c'est l'évolution. Parce que l'art évolue, même dans tous les domaines aussi, on sent quand même qu'il y a l'évolution. Je trouve ça vraiment intéressant. Mon parcours avec la photographie a commencé en 2012 où je faisais des photos par plaisir et de gagner un petit rien pour les transports, mais c'était compliqué cette période-là où je n'avais aucun appareil photo, aucun matériel, je n'avais personne pour me soutenir, j'avais juste moi et mes amis où on galérait à faire des photos. Parfois on louait des appareils photo chez les gens et parfois ils n'étaient pas disponibles pour nous donner leurs appareils pour travailler. Et petit à petit, on a commencé à évoluer, on a commencé à s'organiser. Cette envie-là de faire des photos est devenue une passion et on a fait de cette passion une profession. Depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, je suis dans la photographie. Voir qu'il y a des festivals, des expositions qui sont organisées dans l'art, on sent qu'il y a des gens qui se sont donnés à ça. Il y a des gens il y a des Congolais qui ont tourné leur regard pour apprécier l'art. Parce qu'avant, l'art était consommé plus par le monde extérieur. Les artistes africains, congolais faisaient de l'art pour l'extérieur. Parce que je sens qu'il y a vraiment eu un grand changement de ces côtés où les artistes travaillent vraiment avec leur cœur pour
du peuple congolais et vous sentez il y a vraiment la liberté où un artiste congolais peut travailler son œuvre et il dit ça, c'est réservé au peuple congolais. Il sait qu'il y a un Congolais qui viendra, qui va apprécier cette œuvre-là. Contrairement à l'ancienne époque où il faisait une œuvre, il se pose beaucoup de questions. Est-ce que vraiment les mondes extérieurs, le blanc, vont vraiment apprécier ses œuvres? Et vous voyez qu'il y a vraiment cette liberté où un artiste peut faire son œuvre sans problème, sans avoir à beaucoup réfléchir. Finalement, Patrick, l'année 2025 restera une année de contraste. Oui, entre résilience, retour et renouveau, la RDC avance, se questionne et se projette. Alors, fidèles téléspectateurs de Géopolis Télévision, nous voici pratiquement arrivés à la fin de notre magazine de la rétrospective de l'année 2025. Tout en vous souhaitant nos vœux les meilleurs pour l'année 2026, n'oubliez surtout pas de continuer à garder espoir et à rester positif, car demain est un nouveau jour. Il suffit juste d'y croire parce que Dieu existe, n'est-ce pas Patrick? Exactement, Dieu existe et il est là pour tout le monde. Et on espère, en tout cas, on souhaite les meilleurs pour 2026 pour la RDC et pour Géopolis Télévision, pour la rédaction également. On va donc avoir une pensée, un hommage à notre directeur général, l'initiateur de Géopolis Forum, le DG Willy Kalingai. On va penser à tous nos amis de la rédaction. On va les inviter, en tout cas ils ont été au four et au moulin. Pour terminer en beauté cette émission, on va donc inviter les membres de la rédaction à venir saluer les champagnes avec nous et avec vous, chers téléspectateurs. On va donc se quitter, Chouchou Kaoa, après une belle émission. On va donc venir quand même approcher, on va trinquer. Venez, on va entrer. Oui, sentez-vous à l'aise, c'est la fin de l'émission. Avec nos fidèles téléspectateurs, on va éclater le bouchon avec Damani. Voilà, Damani Njinga. Voilà. Santé. On peut la voir? Ok. Allez. Complément. Merci. On est allé chercher du poulet mayo. Mettez ici, madame, s'il vous plaît. C'est pas le plaisir. Moi, je veux prendre la bouteille qui reste. Béni, on vous attend ici. C'est pas. Vous avez des jolis cadres, monsieur Moumat. On est là, allez-y. On est en train de Le réalisateur, le directeur Moumat. Le réalisateur, les hommes de la langue, le pasteur, tout le monde est là. Encore. Merci, c'est la fin. Mais vous n'avez pas encore bu, madame. Quand même, j'ai pas de verre. Vous avez pensé à vous tous sauf à moi. C'est votre verre. Mais ton verre, il est là. Merci. Bon.